Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24 pour essayer de décrypter ce qui fait l'actualité, vous le savez, en moins d'une quinzaine de minutes, ce qui fait l'actualité politique, ce qui fait l'actualité sociale et ce qui fait l'actualité aussi économique. Et on va parler économie aujourd'hui et même sociale. Bref, je vais vous la faire courte. Les prix, la cherté de la vie. On s'attendait à ce qu'en cette fin d'année 2023, eh bien, les prix se tassent ou baissent. On se souvient du début de l'année, on avait déjà fait une émission sur le sujet pour essayer de comprendre pourquoi les prix étaient aussi élevés. Pendant le ramadan aussi flambé des prix assez incroyables et notamment des denrées alimentaires, des fruits et des légumes. On est encore aujourd'hui avec des prix qui sont extrêmement élevés et ce malgré un tassement, une baisse des prix du pétrole à l'international, dont on n'a pas vu finalement l'impact de manière extrêmement appuyée à la pompe. Pourquoi les prix sont-ils aussi chers en cette fin d'année 2023? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui dans Parole d'experts. Et pour essayer de répondre à cette question qui est finalement extrêmement compliquée à traiter, on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. C'est Abdelghani Youmni qui est avec moi. Comment ça va? Très bien. Et vous? Toujours économiste? Toujours économiste. Ouais, même. J'essaye. Toujours? Voilà, on résiste. Oui, on résiste. Bien sûr. Surtout qu'il ne faut pas trouver un autre terme ou une autre profession vis-à-vis du modèle marocain, qu'il faut trouver un autre terme, non? Peut-être. Qu'économiste? Oui. On ne va pas dire observateur. Ok, on essaiera de comprendre. Sil Arbi Mehin est avec nous, vice-président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, qui est professeur d'économie à la faculté Mohamed V de Rabat. Sil Arbi, bonjour, vous êtes avec nous à distance, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Et merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. De la vie, quand même ça va. Bah écoutez, Ça va. on va essayer de comprendre. Souvent, comprendre, ça atténue un peu, même si dans ces moments-là, c'est ce qui reste dans la poche des Marocains, des Marocaines qui comptent. En début d'émission, dans mon préambule, j'ai un peu retracé, mais alors très brièvement, on l'a tous vécu, nous tous, Marocaines, Marocains, que ça soit les classes populaires, la classe moyenne, alors les classes aisées un peu moins, parce qu'elles le ressentent moins dans leur, nécessairement, et ça c'est partout dans le monde. On avait essayé de comprendre en début d'année pourquoi les prix étaient aussi chers. On est passé par le Covid, on est passé par la sécheresse, on est passé par la guerre en Ukraine avec la désorganisation et le changement dans les chaînes de valeur, dans les exportations, donc qui pouvait expliquer un certain nombre de choses, et la hausse du prix du pétrole. Donc un ensemble de conditions à l'international et en national qui pouvaient faire que mathématiquement les prix devaient augmenter. Depuis, on est fin décembre, on a l'impression que les prix sont restés positionnés à cette hausse finalement et que si on se rappelle, je pense qu'on pourrait prendre des extraits des émissions qu'on a fait au début de l'année, certains observateurs diraient bah non, on a atteint un pic qui finalement va devenir la norme pendant un moment. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'en décembre, on est toujours avec des prix qui sont en augmentation, pas seulement tassement, mais qui sont encore en augmentation. Alors, premièrement, il y a une superposition des crises, vous l'avez bien expliqué. Cette superposition des crises a une seule victime, c'est le consommateur. Et alors, ce n'est pas un problème d'offre et de demande parce que ça dépend de quel produit on parle. Normalement, l'inflation, quand elle devient structurelle, elle conduit à une cherté de vie et la cherté de vie prend place. Alors souvent on corrige avec des augmentations de salaire, mais là on ne peut pas le faire parce que notre économie elle est à 80% informelle. Donc quel salaire on va augmenter? Donc on ne peut même pas faire des corrections. Maintenant l'inflation a donné la cherté de vie est en place. Le pouvoir d'achat des consommateurs ne peut pas parce qu'il n'y a pas eu de correction avec les salaires. Et en plus de ça, je pense que vous parlez surtout des produits agricoles, fruits et légumes. C'est surtout cela en plus des autres. Alors, il y a eu tout. Il y a eu les produits alimentaires en général. Alors, on va dire, alors, encore une fois, c'est compliqué. C'est pour ça que je l'ai dit au niveau du Maroc, parce qu'on a plusieurs Maroc dans le Maroc, en termes de classe sociale, en termes de pouvoir d'achat, en termes de mode de consommation. Exactement. Ok. Alors, on fait vraiment la différence entre les revenus, le pouvoir d'achat et les modes de consommation, parce qu'on a des gens qui ont beaucoup d'argent
chez eux, mais qui ne consomment pas de la même manière que les urbains, qui ont peut-être un peu moins d'argent et à qui la vie revient beaucoup plus cher. C'est très compliqué cette histoire, c'est pour ça que... Alors, on va décomposer. On va décomposer. Les produits alimentaires, on va dire de base. Alors, on va dire fruits, légumes, et encore les fruits et légumes de base. C'est matesha, le msla, le ptata. Alors, fruits, légumes, et puis des produits les protéines, agroalimentaires. Non, mais les protéines, le poulet. Et le poulet, la viande. Alors, il y a ceux qui dépendent d'un intrant principal qui est le carburant, d'un intrant principal dans toute la production. Et aussi de l'importation de produits de l'étranger qui ont atteint un niveau élevé. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous atteignez un prix, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Parce que l'inflation, quand on atteint l'inflation, les prix qu'on a, ça ne peut plus baisser. Ce n'est pas la même chose parce que si on a l'huile, exemple, à 70 dirhams le litre, c'est 60 dirhams de litre. On ne peut pas faire marche arrière pour le ramener à 40 dirhams de litre, le litre parce que c'est comme ça. Et puis l'inflation, on peut avoir des niveaux d'inflation qui vont être bas, mais le niveau de prix qu'on a atteint, il ne bougera plus. Ça, c'est la première des choses. Sur les produits agricoles, le consommateur marocain aujourd'hui est mis en concurrence avec le consommateur étranger, principalement européen. Nous avons ce qu'on appelle un détournement du trafic. C'est-à-dire que nos produits agricoles, une bonne partie est exportée vers l'étranger. Ça, on a toujours connu ça. Mais alors plus on a maintenant, toujours connu ça dans les oranges, on a toujours connu ça dans les tomates. On l'a toujours connu, mais la période du Covid a permis aux Européens de comprendre deux choses. C'est qu'eux, ils veulent décarboner et nous, on n'est pas très loin. Et deuxièmement, il y a aussi une pénurie de travailleurs agricoles en Europe. Donc tout ce qu'ils ont fait comme pour l'industrie, ils ont délocalisé leur agriculture chez nous, alors que nous, on a des problèmes d'eau. Et aujourd'hui, les producteurs agricoles au Maroc, c'est des privés, c'est des entreprises privées. L'État ne peut pas les obliger à ne pas exporter. Et eux, ils font un arbitrage entre vendre la tomate, par exemple, à 3 € à l'exportation ou la vendre à 6 dirhams au Maroc. Alors, vous avez dit énormément de choses. Voilà. On va essayer de décomposer pour essayer de comprendre. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais qui finalement aussi... Il y a des épiphénomènes, il y a des phénomènes qui sont extrêmement stables et d'autres qu'on peut analyser, on va dire, toutes choses étant égales par ailleurs. Sila Albi, votre avis par rapport à ce qu'a dit c'est Abdelghani et pourquoi aujourd'hui les produits sont aussi chers, qu'on n'a pas assisté à une réelle baisse et qu'on est encore au Maroc à une tomate à 15 dirhams et à une pénurie d'oranges monumentale dont on ne parlera même pas. Mais bon, bref, peu importe ça, ça peut être dû à la sécheresse. Mais pourquoi on en est là? Oui, je ne peux qu'être d'accord avec Abdelghani sur le plan technique. Mais il y a un problème d'approche. La cherté des prix, c'est une réalité, oui. Mais ce qui pose problème, ce n'est pas seulement les prix, mais c'est plutôt le pouvoir d'achat. Raisonnons en termes de pouvoir d'achat et raisonnons sur les composantes de ce prix. Un prix, c'est quoi? Le prix, c'est deux composantes principales. C'est la consommation intermédiaire et la valeur ajoutée. La consommation intermédiaire, c'est tous les intrants qui entrent dans la composition du bien ou service vendu. Et la valeur ajoutée, c'est la richesse créée par ce système productif. Or, moi, quand je vois un peu l'évolution de ces prix, ces augmentations, normalement, cette augmentation, c'est une augmentation des composantes de ce prix. Or, ce qu'on voit, c'est l'augmentation de la consommation intermédiaire, l'augmentation des autres revenus, mais les salaires ne suivent pas. Les salaires ne suivent pas. Donc, ce n'est pas un problème tout simplement de cherté, mais c'est un problème de répartition de la richesse créée. C'est le problème de la répartition de la richesse créée. Je veux prendre les deux choses de manière différente. J'aimerais sortir des cours d'économie. Parce que, sincèrement, si on en parlait avant de rentrer dans l'émission, si je me réfère à mes cours d'économie de base, et je suis en train de... En ce moment, ça tombe bien parce que je suis en train de les réviser avec ma fille qui va passer son bac. Tout ce que je vois comme théorie, comme agrégat, comme manière de calculer et d'apprécier une économie, vaut pour une partie de l'économie marocaine, mais pas pour l'économie marocaine dans son entièreté. Donc, essayons de prendre entre prix et pouvoir d'achat. Au niveau des prix, est-ce que, encore une fois, sur les
produits alimentaires de base, sur le panier qu'on pourrait appeler de base, où il y a des fruits, des légumes, du poulet, de la viande, j'enlève même le poisson, parce que le poisson est tellement cher au Maroc, on ne va pas le mettre, à part les sardines qu'on va mettre, peut-être qu'on peut mettre dans le panier. Est-ce que déjà cette flambée des prix est explicable seulement par la conjoncture internationale? Est-ce que l'intermédiation, est-ce que la fausse rareté ou la fausse, on va dire, mise en rareté sur le marché n'est pas aussi responsable de flambée de prix du fait… Alors je prends toujours la tomate parce que c'est quand même quelque chose qui, comme c'est la base de l'alimentation marocaine, que ce soit la tomate et les oignons, voir des tomates à 15 dirhams, voir des oignons à 10 ou à 12, voire à 13, alors que quand j'allais à Souk l'Arba à la fin du marché, elle était le kilo à la fin du marché, on se dit il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Est-ce que cette augmentation, elle est légitime, mécaniquement explicable, ou c'est des autres phénomènes? Déjà, on n'est pas sur les cours d'économie, honnêtement. Là, on parle du Maroc, mais on est obligé de ramener des connaissances économiques pour expliquer cet phénomène et ce problème. Sila bin Mehni a parlé de la question du pouvoir d'achat. C'est simple, si vous voulez donner du pouvoir d'achat à n'importe quel pays, et là, ce n'est pas le cours d'économie, c'est soit l'État il va faire des mesures fiscales, en enlevant la TVA, en distribuant de l'argent, il faut trouver une ingénierie qui permet de donner du pouvoir d'achat. La deuxième, c'est les entreprises, ils peuvent augmenter le salaire. Le problème au Maroc, dans cette économie très compliquée, très informelle, c'est que nous avons seulement 25 à 27% de Marocains qui sont vraiment des salaires déclarés qui existent, qui ne sont pas informels. Et donc, encore sous-déclarés quand on prend les déclarations de la CNSS. Exactement. Comment on va augmenter les salaires? Parce que ça ne sert à rien, ça ne corrige pas. Alors la deuxième chose, la mesure fiscale, c'est là où le gouvernement peut intervenir. Il faut qu'il y ait des ingénieries. Sur la spéculation, c'est ce qu'on appelle les profiteurs de guerre. L'exécutif, déjà l'année dernière, au mois d'avril… On a des spécialistes Non, ici. L'année dernière, au mois de mai, ils ont bien ciblé le marché. Ils ont dit que ça vient de la région d'Agadir, ou entre Agadir et Tiznit, qui est un gros marché. C'est là qu'il faut intervenir. Il faut multiplier les marchés de gros dans toutes les villes. Il faudrait les organiser. Et deuxièmement, il frapper fort sur les spéculateurs. Rien n'a été fait, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, la spéculation n'explique pas tout. Elle explique pour un tiers, parce qu'il y a des calculs qui ont été faits, mais le HCP s'est intéressé, ça explique pour 30% les augmentations. Ça n'explique pas les 70%. Ben non. Alors, ce qu'il faudrait, même le carburant, encourager… Même le carburant, il y a un moment… Même le carburant, excusez-moi de vous interrompre, quand on nous disait « Oui, mais c'est normal, le carburant a augmenté ». Je dis « Mais attendez, dans le prix de revient d'un kilo de tomates, ou alors que ça soit un bien, n'importe lequel… » C'est 15%. C'est pas parce que le prix du gasoil a doublé que le prix du produit doit doubler. Moi, je vous ai dit au début, on est mis en concurrence aujourd'hui avec le continent africain, l'Afrique de l'Ouest, avec l'Europe, sur nos consommations agricoles. Il faudrait qu'on ait des mécanismes de sécurité alimentaire. Il faut y réfléchir. Alors, la deuxième chose sur laquelle je voulais, il faut développer les circuits courts, c'est-à-dire il faut permettre aux agriculteurs de vendre, parce qu'il y a deux victimes, il y a le consommateur final, nous, et l'autre victime, c'est le petit agriculteur à qui on va acheter les tomates à 6 dirhams et puis on va les vendre à 15. Je pense qu'il y a un rôle de l'État de réorganiser tout ça pour permettre à donner du pouvoir d'achat de manière indirecte s'il n'a pas la capacité de le donner de manière fiscale. Au moins réorganiser tout ça, parce qu'il y a quelque chose il y a une réputation marocaine qui dit la résilience, c'est le baraka. On est en train de la tuer. La résilience est censée être passagère, mais pas un modèle aujourd'hui, au long devient cours. le modèle. Encore une fois, augmenter le pouvoir d'achat ou augmenter des revenus de qui? Alors, je sais que cette question que je pose peut être mal perçue, mais est-ce qu'on a une connaissance suffisamment poussée du revenu des Marocains, quelle que soit leur location, quelle que soit la manière avec laquelle ils vivent? Est-ce qu'on sait exactement à qui il faudrait donner du pouvoir d'achat, alors que certains en ont, mais avec des modes de consommation qui sont totalement différents? Donc en gros, je dis, qui ont de l'argent, mais on ne le voit pas. D'autres qui ont l'air d'avoir de l'argent, mais qui sont ultra endettés. Et d'autres qui sont aussi le Maroc qui est pauvre et donc qui n'a pas de pouvoir d'achat. Alors c'est très simple. Au Maroc, nous avons les très riches, je pense qu'on les connaît.
Oui, c'est vrai. Voilà. Non, pas tous. Pas tous. Pas tous. Voilà. Alors voilà le problème aussi. Les Pas très tous. riches, on ne les connaît pas, Pas tous. tous. Voilà. Alors, il y a une partie qu'on ne connaît pas, c'est celle qui est dans le gérant de l'informel. Et qui dont ne la paye pas richesse d'impôts. Et qui ne paye pas d'impôts et dont la richesse n'est pas visible. Alors, ceux-là, on ne les connaît pas tous. Après, les pauvres, je pense qu'on les connaît. On connaît les régions pauvres du Maroc. Maintenant, à qui donner le pouvoir d'achat? Le gouvernement marocain a dit qu'il va débloquer à peu près 70 milliards sur tout ce qui est social, protection sociale, l'aide aux familles, l'aide au logement, parce qu'on veut avoir une société de propriétaires. Mais je crois qu'il y a une classe aujourd'hui qui compose peut-être 3 millions de foyers, qui s'appelle la classe moyenne, qui paye des impôts, mais qui paye l'école privée, qui paye des impôts, mais qui paye la santé privée. Donc, quand ils payent des impôts, c'est aussi pour faire de la solidarité aux gens vulnérables. Alors, cette classe moyenne, je pense qu'il faut lui donner du pouvoir d'achat parce que c'est elle, la locomotive de la société marocaine, mais c'est elle aussi qui va créer peut-être le Maroc de demain. Et là, il faut réfléchir à une réforme fiscale sérieuse qui donnera du pouvoir d'achat. Et cette réforme fiscale, si vous voulez, cette réforme fiscale, c'est simplement de réviser l'impôt sur le revenu. Et moi, j'ai toujours encouragé un process qui s'appelle le foyer fiscal, c'est-à-dire de prendre en charge la famille, le nombre de personnes, parce que ce n'est pas normal d'imposer monsieur et madame quand ils vivent sous le même toit. Mais ça, c'est du pouvoir d'achat. Oui, mais au-delà de retourner dans l'ingénierie fiscale, on a eu les assises de la fiscalité, on en attendait 2019, beaucoup, etc. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que le vrai finalement, si on prend de toutes les discussions qu'il peut y avoir au niveau de la fiscalité, c'est élargir l'assiette et qu'il y ait plus d'équité pour que la pression ne soit pas sur les mêmes personnes, ne soit pas sur les mêmes entreprises, et encore une fois les entreprises formelles, honnêtes, ou qui essayent de l'être, ou qui ont un spectre très large, qui vont de la petite jusqu'à la grande, et qui payent l'impôt. Voilà. Mais d'un autre côté, il y a toute une partie d'entreprises ou de particuliers qui ne vont jamais contribuer. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans tous les projets de loi de finances successifs, est-ce qu'on arrive à prendre ça en considération ou pas? Est-ce que, par exemple, celui de 2024, est-ce que vous considérez qu'on est dans un changement ou on est encore une fois dans la continuité d'essayer de paramétrer? On est dans la continuité, on n'essaie même pas de paramétrer, je pense qu'on est dans la continuité. Et si on veut donner du pouvoir d'achat et avoir de la justice sociale, de l'équité fiscale, et aussi de permettre à ce pays d'émerger, parce que si on veut émerger, c'est sur le plan industriel, mais aussi sur le plan de la consommation, de l'investissement, de la confiance. L'économie, c'est la confiance. Si on veut donner du pouvoir d'achat, je pense qu'il faudrait toucher tout le monde avec au moins la déclaration de l'impôt et aussi fiscaliser les gens, parce que tant qu'on va construire des projets de loi de finances sur 20% des Marocains et qu'on va aussi faire des réformes sur 20% des Marocains, je ne pense pas que ce pays avancera dans le projet royal de la démocratie sociale et aussi d'un progressisme social pour tout. On ne peut pas faire de la solidarité avec de la dette ou en imposant les mêmes tout le temps. Est-ce que vous pensez, encore une fois, c'est peut-être une question que j'avais posée la dernière fois, est-ce que vous pensez que ça va rester comme ça, finalement, à la lumière de tout ce qu'on a expliqué? Est-ce que les prix peuvent baisser ou finalement on est là sur, on est sur un niveau où on va être dans la continuité? Il y a un intrant très important qui s'appelle le carburant. Il faut qu'il y ait une révision. Moi, j'ai toujours défendu ou la taxe flottante ou de supprimer la TVA, parce qu'on ne peut pas faire la TIC et la TVA. Alors, c'est un intrant pour la mobilité et c'est aussi un intrant pour la production. C'est très simple. Moi, j'ai fait un petit calcul avant de venir vous voir à votre émission. Le petit calcul, c'est je comparais ce que coûte un Allemand, le carburant, sur l'année, par rapport au PIB, et ce que coûte un Marocain. Alors, pas un Allemand, c'est 3,25% du PIB national. C'est-à-dire les revenus d'un Allemand, c'est 3,25%. Un Marocain, c'est 27%. Voilà le coût du carburant en mobilité et en consommation. À partir du moment où on pondère avec le pouvoir d'achat, nécessairement, on est sur des niveaux, et on pourrait faire ça avec l'immobilier, avec un certain nombre de choses, mais encore une fois, voilà, tout cela est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'on dit que c'est marocain, et on a un modèle extrêmement particulier qui est fait
qui est fait de résilience et qui doit être fait aussi de pragmatisme au niveau Et puis d'ingénierie. de l'approche. Ben oui, d'une ingénierie financière qui est totalement différente de ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. Mais encore une fois, voilà, on essaye de comprendre avec nos modestes capacités intellectuelles à tous. Pas à vous, je parle de moi, hein, vous inquiétez pas. C'est l'Arbi, on vous a perdu pendant un moment, mais j'aimerais avoir votre vision encore une fois des choses parce que vous nous avez expliqué pouvoir d'achat plus que les prix, mais encore une fois, la composante prix est extrêmement importante et on ne peut pas expliquer la hausse des prix seulement avec des données internationales, mais aussi avec des spécificités du marché marocain. Oui, effectivement, quand on parle de l'effet exportation sur les prix, bon, si le Marocain était capable de payer les 3 dollars au lieu de 6 dirhams, s'il avait le pouvoir d'achat de le faire, il aurait pu orienter les produits vers le marché marocain. Donc, c'est une question de pouvoir d'achat local. Et donc, on ne peut pas s'attendre. Les prix ont pris l'allure d'une augmentation, donc c'est irréversible, ça c'est sûr. D'ailleurs, à travers le monde, les prix ne reviennent jamais à l'origine. Et donc, le seul moyen, c'est de changer le mode de répartition des revenus. Les salaires doivent augmenter. Nous avons besoin d'un salaire minimum. C'est l'Arbi. C'est quoi augmenter les salaires? Ça, c'est toujours la même chose. Qui va augmenter les salaires? L'administration pour les fonctionnaires? Les entreprises, dans le formel, encore une fois, à qui on va demander d'augmenter le SMIC. Mais si on augmente le SMIC, vous avez bien vu les négociations qui ont lieu, on va augmenter de combien? Gars, est-ce que ça permet d'absorber? Non, mais vraiment, il y a une vraie question. Il faut augmenter le SMIC, le SMIC. Quand on parle de cette chaîne, de la multiplication de la chaîne, est-ce qu'on va interdire les gens de créer des entreprises d'intermédiation? Ils sont en plein droit. C'est le marché, on ne peut pas. Donc, le seul moyen, c'est de contrôler. Au lieu d'aller voir, par exemple, c'est vrai, l'État a essayé de faire un effort par la redistribution des revenus, mais cette redistribution des revenus se traduit encore une fois par la baisse du pouvoir d'achat parce que c'est le contribuable qui paie en dernier lieu. Il faut trouver des moyens de financement de cette redistribution. C'est l'Arbi. Je vous arrête sur le point de l'intermédiation. Vous me dites, c'est de l'entrepreneuriat, etc. Mais vous allez, attends, on peut quand même avoir une stratégie où on va se dire, baraka de cette économie de l'intermédiation qui encourage plus samsara que la production. Et il y a un levier qui est la fiscalité, mais il y a aussi la loi. Je veux dire, il y a un moment donné, on peut se dire, bah, attendez, moi l'intermédiation, je vais la taxer au maximum pour au moins baisser les choses, décourager l'intermédiation qui est spéculative, et puis faire des lois aussi. Il y a d'autres pays qui ne sont pas communistes et qui l'ont fait. Celui qui peut le faire a la possibilité d'augmenter les salaires. Quand on parlait de l'augmentation des salaires, on a dit qui doit augmenter. Celui qui devait empêcher cette multiplication des intermédiaires peut aussi intervenir pour l'augmentation des salaires. Il est impossible, soyez sûr. Pourquoi on n'en parle pas assez? Bon, c'est vrai, la cherté de la vie est sentie à travers le monde, mais il n'a pas la même ampleur parce que ces gens-là ont un pouvoir d'achat qui leur permet de tenir le coup. Au Maroc, bon, je dis, l'augmentation de salaire, c'est une valorisation de la production, de l'activité marocaine. C'est une valorisation même du travail de l'administration. Alors attendez, juste une chose, moi je reprends la tomate. Est-ce qu'il est moralement acceptable aujourd'hui qu'on paye la tomate 15 dirhams? Est-ce que le prix de production, le coût de production, pardon, de la tomate au Maroc a intrinsèquement augmenté? Est-ce que produire un kilo de tomate aujourd'hui coûte plus cher qu'il y a un an lorsqu'elle était à 3 ou 4 dirhams? Pas du tout. Bon, pas du tout. Alors, est-ce que c'est moralement acceptable pour un pays comme le nôtre? Je vais répondre à... L'offre, le système d'offre. Le système d'offre, c'est la chaîne depuis la matière première jusqu'à la mise à disposition du client final du produit fini. Donc, cette chaîne, il s'est gonflé justement ou injustement, mais ce n'est pas
illégale. C'est la nature c'est qui immoral. soutient. Oui ou non? Oui, Le capitalisme a été un jour moral. Non, mais il y a beaucoup de mesures qui permettent de l'adoucir. Hein, vous savez, le Canada, par exemple, alors là, on ne parle pas de tomates, mais d'immobilier, pour éviter les spéculations immobilières, a mis en place beaucoup de systèmes. Et ça fonctionne. Et c'est de la fiscalité, et ça rend un peu plus moral des affres du capitalisme. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a des pays qui ne sont pas communistes hein, qui le font. On a voulu imposer la fortune. Vous avez vu ce qui s'est passé au Parlement quand on a voulu instituer l'impôt sur la fortune. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et donc, Oui. c'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher la répondre. solution ailleurs. La solution, c'est la poche du consommateur, c'est la poche du citoyen. C'est Abderni. Je vais répondre à Sila Benmhini parce que je pense qu'il y a une confusion. Alors, le kilo de tomates au Maroc et en France, il y a ce qu'on appelle la parité du pouvoir d'achat. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas de l'économie, ce n'est pas difficile. Si vous prenez le SMIC fait, français et le SMIC voilà, marocain, exactement. bon. Si vous voulez, la parité du pouvoir d'achat, il y a le taux de change et puis il y a le coût du travail. Alors, normalement, si les tomates coûtent 30 dirhams en Europe, elles doivent coûter 7 dirhams à peu près. Si on divise, Oui, à peu près 7-8 dirhams. Voilà. Donc là, alors pourquoi après, il y a un coût d'opportunité pour les producteurs. D'abord, qu'ils ne sont pas imposables et qui sont des entreprises privées. Donc eux, quand ils peuvent exporter à 30 dirhams et pas vendre à 7 dirhams, le choix est vite fait. Et là, vous parlez de que doit faire l'État. Oui, nous devons mettre en place des leviers qui permettent aux Marocains de protéger leur souveraineté alimentaire. Cet été, il y a eu une opposition du gouvernement, de l'État, de ne pas exporter les produits agricoles vers l'étranger, parce qu'on avait vu que, surtout vers l'Afrique, hein, ça n'a pas été. Alors pourquoi on n'a pas pu faire avec l'Union européenne? Parce qu'on a des accords de libre-échange et on est obligé d'exporter. Donc on peut à un moment donné, en étant courageux et en prenant comme prétexte la souveraineté alimentaire, dire... Ben écoutez, les amis, on va faire comme pour les ratios de solvabilité de BAL 1, 2, 3 pour les banques, à savoir il faut 8%, 12%, 13% de solvabilité pour une banque. Pourquoi on n'aurait pas de la solvabilité? Ça s'appelle des réserve quotas. de tomates. Ça s'appelle des quotas. L'Union européenne nous a imposé pendant des années des quotas. On ne pouvait pas exporter tant. Mais maintenant, aujourd'hui, on peut dire nous aussi, on peut pas. En fait, leur marché était ouvert à temps. Et maintenant, nous, on ne peut pas tout faire. Parce que depuis la sortie de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, de l'Union européenne, eh bien, aujourd'hui, ils importent aussi. Nous avons passé le nombre de pays importateurs de tomates au Maroc de 22 à 44. Et nous avons fait 5 milliards de dollars en 5 ans sur la tomate. On a quel rang là sur la tomate? On est 7e sur le monde exportateur. On était 40e et on grimpe. Alors qu'on est en stress hydrique. Et après, c'est simple. Si on veut devenir un pays agricole exportateur, il faut accélérer la transition énergétique et accélérer tous les projets, bien sûr, tous les projets de dessalement d'eau de mer pour produire de l'agriculture et toujours penser à une chose qu'on a appliquée, la souveraineté alimentaire et pouvoir réguler le marché. La protection du consommateur marocain qui, à 80%, ne peut pas payer un panier de légumes à plus de 100 dirhams. Merci à vous d'avoir essayé d'expliquer tout ça. On essaiera encore une fois de comprendre. Merci Sila Benmhini, vice-président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, d'avoir été avec nous. Merci Sila Abderni. On se retrouve très vite dans Parole d'expert en espérant que la prochaine fois qu'on fera cette émission, la tomate sera redescendue à Miadriel ou à 4 dirhams. Voilà, ça c'est l'objectif, on l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits commentaires comme d'habitude et on se retrouve très vite sur H24. Bye bye.